Alors, Madame Saint-Hilaire, nous sommes au début de 2013. Est-ce que le chiffre 13 vous importune dans cette belle année électorale? Pas du tout, pas du tout. Non. Je ne me suis même pas posé la question pour vous dire la vérité. Non, je pense que 2013, au niveau des chiffres, sera essentiellement pareil à 2012. Est-ce que ça va être mieux que 2012? Parce que dans En fait, je parle en termes de chiffres. Vous me demandez si le 13 portera non. chance. Je ne sais pas. Je ne suis pas nécessairement superstitieuse avec les chiffres. Mais ce que je peux déjà affirmer, c'est que si les gens reconnaissent le travail qu'on a fait depuis les 3 dernières années, je pense que ça devrait porter fruit. Dans la dernière édition de Espace Longueuil, vous dites qu'il faut maintenir le lien de confiance. Parlons de gouvernance. Qu'est-ce qu'il y a de fait et qu'est-ce qu'il y a à faire dans le dossier de l'attribution des contrats? Parce qu'on semble nous dire qu'il y a des choses qui ont été faites après 2009, là. Mais est-ce qu'il y a encore des choses à changer du côté de ce dossier-là? Bien, au niveau des contrats, effectivement, on l'a dit dans le cadre du dépôt du budget qu'on pouvait encore bonifier notre gouvernance, améliorer aussi nos règles d'éthique, améliorer aussi le principe de la transparence. Et c'est un peu le mandat qu'on a confié au directeur général pour revoir notamment la périodicité des contrats, quand on donne les appels d'offres notamment. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que tout le monde va en appel d'offres en même temps, ce qui fait que, bien sûr, les prix sont plus élevés. Donc, on va revoir ça. On va revoir aussi un peu nos façons de faire. Pour l'instant, on est encore à l'étape de dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et c'est pour ça aussi qu'on a donné des ressources supplémentaires, notamment à la direction du génie, notamment à la direction du greffe. Comment on peut surveiller davantage nos travaux aussi? Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le contribuable, la population de Longueuil, sente qu'elle en a pour son argent. Et c'est un peu là, la façon qu'on travaille là, pour la prochaine année. Dans le cas particulier des contrats de services professionnels, ingénieurs, comptables, avocats, il y a des comités là, de fonctionnaires, 3 personnes qui décident là, de normes d'approbation d'un appel, d'une soumission ou d'une autre. Est-ce que c'est encore en place ce système-là? Parce que dans le passé, on nous avait dit que c'était une farce, ce comité de 3 fonctionnaires qui ont décidé de l'habilité d'une firme d'ingénierie, par exemple, d'offrir tel service à la ville. Bien, c'est-à-dire que c'est encore en vigueur, oui, absolument, mais ce n'est pas 3 fonctionnaires dans le même département. Et ça, c'est important de le dire. Et souvent aussi, il y a des supérieurs immédiats. Donc, ce n'est pas des gens de la même ligne hiérarchique. Et je vous dirais que ce qui est intéressant avec le directeur général, depuis qu'il est arrivé, ce qu'il fait aussi et ce qu'il veut de plus en plus faire, c'est justement aller dans quelques comités comme ça pour voir exactement qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Mais je ne pense pas que ce soit là où il peut y avoir des problèmes. Je pense que dès le départ, quand on écrit le devis pour aller en appel d'offres, c'est à partir de ça qu'on peut justement s'assurer d'avoir les bons appelants, les bonnes entreprises qui soumissionnent. C'est à partir de là qu'il faut déjà amorcer notre travail. Par la suite, rendu au comité, sincèrement, que ce soit pour ouvrir l'enveloppe, pour déterminer quelle entreprise, parce que souvent, c'est bassement en fonction de chiffres, de pondération. Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de jeux qui peut se faire là. C'est vraiment, moi, je pense, dans la rédaction des devis qu'on peut justement contrôler. Parce que si, par exemple, on va en appel d'offres pour déterminer qui aura les contrats de déneigement, bien, si on décide que ça prend une déneigeuse de 36 pouces ou 42 pouces, ou si on a des normes techniques qui font en sorte que ça avantage des entreprises, c'est là où on peut, d'après moi, intervenir et qu'on peut justement s'assurer d'avoir beaucoup de compagnies qui soumissionnent. Et là, on s'assure justement d'être davantage compétitif. Si j'ai posé la question, c'est que dans le passé, il y a peut-être encore une couple de normes qui sont très subjectives, là, comme connaissance du milieu municipal de Longueuil. Est-ce que ce genre de critères-là existent encore? Oui, ça existe encore et je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas nécessairement, nous, comme ville, décider qu'on va encourager des entreprises de Longueuil. Ça aussi, ce sera, d'après moi, une bataille qu'on devra faire éventuellement parce que parfois, on va en appel d'offres et ce sont des entreprises d'ailleurs de Longueuil qui viennent ici. J'ai pas de problème parce que dans un sens, si c'est compétitif, oui, on en a pour notre argent. Mais en même temps, si moi, je veux encourager l'achat local, ça devient difficile. Or, si on a cette
clause-là qui dit qu'on souhaite que cette entreprise-là connaisse bien la façon de fonctionner, connaisse Longueuil, je pense que c'est important aussi. Maintenant, c'est vrai qu'elle peut devenir subjective, mais à un moment donné, on finit par connaître nos entreprises aussi, et je pense que les fonctionnaires connaissent bien les entreprises. Si on fait affaire avec une entreprise que je ne nommerai pas, mais qu'on n'aime pas faire affaire avec elle dans le cadre, par exemple, de déneigement ou de d'autres services à la population, bien, si on fait beaucoup de plaintes au niveau de nos fonctionnaires, les fonctionnaires vont finir par savoir que cette entreprise-là ne connaît pas bien la réalité de Longueuil, et c'est comme ça, justement, qu'on peut modifier nos façons de faire. Dernière question sur la gouvernance. Il y a eu une compilation faite par le journal La Presse là, sur la concentration des contrats municipaux entre 4 firmes principales. Là, il y en a une qui a quitté le secteur, mais on parlait de 2012, là, de cette concentration-là, est maintenue encore. Bien, en même temps, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre quand la loi nous oblige à donner le contrat au plus bas soumissionnaire. Ça aussi, le gouvernement du Québec devra aider les municipalités. On n'est pas fou, on voit bien là, que des fois, c'est toujours la même compagnie qui gagne. Mais quand on est en appel d'offres public et c'est le plus bas soumissionnaire, il n'y a aucune façon que moi, je peux dire, ben non, on ne choisira pas telle entreprise parce qu'elle en a trop eu. On se ferait poursuivre constamment et vous reviendriez, vous, comme journaliste, en nous disant, ben les frais d'avocat augmentent tout le temps. Alors, je n'ai pas le choix. On est obligé d'aller par le plus bas soumissionnaire et c'est ce que l'UMQ est en train de travailler avec le gouvernement du Québec, dire, parfait, vous ne voulez pas qu'on donne les contrats toujours aux mêmes entreprises, mais quand cette règle-là est la règle ultime, on est un peu contraint, là. Bien, la question implique s'il y a concentration, c'est qu'il y a pu y avoir collusion entre les 4... Ça, moi, je veux bien intervenir partout où je peux. Mais s'il y a collusion entre des entreprises dans un restaurant dont je ne suis même pas invitée, je ne peux pas intervenir en termes de collusion. Ça, on n'est pas malheureusement à l'abri de ça. On peut essayer de faire plein de règles, on peut essayer de contrôler le mieux qu'on peut. Mais ça, la collusion, malheureusement, ça se passe entre un cercle, ça se passe entre des entreprises, entre des individus qui peuvent être mal intentionnés. Moi, je peux intervenir dans la façon qu'on attribue les contrats, à qui on les attribue et comment, puis tout ça. Mais la collusion, ça, malheureusement, on est un peu limité dans notre champ d'intervention. Il n'y a pas de fait nouveau concernant l'idée que l'UPAC a commencé à regarder les dossiers à Longueuil? Non, il n'y a pas eu de nouvelles là-dessus, non. Sur le volet du développement économique maintenant, parce qu'on paraît que la santé, ça passe par l'économie aussi, hein? Donc, avez-vous une vision d'ensemble pour le développement économique de Longueuil, disons, pas seulement pour la prochaine année, mais peut-être aussi pour les années suivantes? Bien, vous avez raison de dire que la santé d'une ville, ça passe beaucoup par l'économique, parce que, et là, on est en plein dans la période des comptes de taxes. Et si on veut justement réduire nos comptes de taxes, si on veut réduire cette facture-là aux citoyens, il faut qu'on ait davantage d'entreprises, il faut qu'on augmente un peu notre bassin. Et c'est le défi, je vous dirais, de la prochaine année. En fait, on a déjà amorcé ça au cours des derniers mois, mais je vous dirais, et on a fait déjà un avis de motion et on s'en vient avec un projet pour justement avoir des crédits taxes pour attirer de nouvelles entreprises. Ça, je pense que c'est important parce que, bon, on a l'aéroport, ici, on a une zone aéroportuaire qui doit être développée. Et on veut vraiment attirer des entreprises intéressantes, importantes, qui vont non seulement créer de l'emploi, qui vont créer de la richesse, mais qui vont aussi redynamiser ce secteur qui a été négligé au cours des dernières années. Et c'est fondamental pour moi parce que ça fait non seulement baisser le compte de taxes, ça fait non seulement partager l'assiette fiscale, mais ça fait aussi, encore une fois, un sentiment d'appartenance. J'en parle beaucoup, mais c'est important. Quand on attire une entreprise, des entreprises, quand on crée de la richesse, tout le monde est content, tout le monde en parle positivement, et c'est ça qu'on veut faire au cours des prochains mois, et on veut s'y attaquer. Et je pense sincèrement que Longueuil a été trop timide au cours des dernières années en termes d'aller chercher des entreprises. Il faut être davantage agressif ou compétitif, disons ça plus positivement, là, plus dynamique sur le marché pour justement aller chercher des entreprises. Et ça passe notamment par des crédits de taxes et des congés de taxes ou tout dépendant. Là, on verra, on est en train
d'écrire ce prochain règlement où justement on voudra attirer des entreprises. Mais c'est fondamental parce que l'ensemble des villes du Québec et même, je dirais, du monde entier, si tu veux attirer une entreprise, il faut que ce soit intéressant financièrement. Justement, j'allais vous dire que ce pouvoir-là de donner des bonbons financiers aux entreprises qui viennent s'installer, c'était déjà dans la charte de la ville lors de la fusion municipale. Alors, comment se fait-il qu'il n'y a rien eu de fait depuis 2002, finalement? Ça a été retiré, par contre, je me souviens plus de quelle année, là, mais ça a été retiré, justement, et il n'y en a plus de crédit de taxe pour les entreprises, ça a été retiré. Et je pense que c'est une erreur, il faut ramener ça, ça n'existe plus au niveau de C'était retiré par la ville de Longueuil? Oui. Avant, je ne sais plus quelle année exactement, il faudrait que je vous le trouve. Ils ont rendu la charte pour retirer ce pouvoir-là. Ça n'existait plus. Et depuis quand c'est à nouveau en force? Bien, c'est-à-dire qu'on a fait un avis de motion en décembre, justement, pour avoir une nouvelle réglementation. Et là, on est en train de rédiger, justement, cette réglementation-là pour pouvoir... Ça n'existait plus, le règlement au niveau de la ville. Et c'est ça qu'on veut améliorer. Et par exemple, la plupart... En fait, il y a beaucoup de villes qui ont cette mesure-là incitative. Et je pense que Longueuil doit l'avoir aussi. Mais le pas trop technique, mais il fallait que ça soit dans la charte de la ville, parce que c'est un pouvoir que le gouvernement du Québec accorde. Exact, mais le règlement n'existait plus, n'était plus en vigueur au niveau de la ville de Longueuil. Mais c'est encore dans la charte. Ah, probablement encore dans la charte, oui, mais je parle au niveau de la réglementation, n'existait plus. C'est le règlement qui était retiré. Exactement, et c'est ça qu'on doit bonifier. Et c'est important, mais il y a ça, mais je vous dirais que c'est pas juste un crédit de taxe, c'est plus que ça. Quand on rencontre des entreprises, bien sûr, quand on parle argent, ça parle toujours à des entreprises, mais elles veulent plus que ça. Elles veulent qu'on les accompagne au niveau des employés, au niveau des familles qui peuvent déménager ou peuvent s'installer. Donc, c'est un peu ça aussi. Donc, il faut, dans le fond, rendre attrayante notre ville. Quand on développe la zone aéroportuaire, devient intéressante, où on a un TOD, on a un marché public, on a la gare de Saint-Hubert. Donc, c'est un environnement aussi qu'on vend. C'est pas juste un crédit de taxe, parce que quand c'est purement financier, ça peut être comparable d'une ville à l'autre. Il faut aussi être attrayant et donner le goût à une entreprise de s'installer et de sentir, notamment, soit avec Développement économique Longueuil ou avec Réseau de transport. C'est tout ça où on peut, quand on rencontre une entreprise, être des facteurs, dans le fond, positifs qui donnent le goût de s'installer ici. Mais ça vise un territoire restreint, ça ne vise pas d'autres secteurs de Saint-Hubert ou de Longueuil comme Place Charlemagne. Donc, avez-vous d'autres moyens de développer d'autres secteurs de la ville? Oui, bien, en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le fait d'attirer des entreprises sur notre territoire. Il y a aussi du redéveloppement qu'on doit faire. D'ailleurs, ce soir, il y aura une consultation au niveau de la revitalisation urbaine intégrée dans le Moine, dans la Flèche. C'est des secteurs qu'on doit prioriser en termes de redéveloppement. C'est important, ça aussi. C'est pas nécessairement d'attirer des nouvelles entreprises, mais c'est de créer des secteurs où les citoyens sont fiers d'être là, où il y a des commerces qui appartiennent à un environnement. Ça, c'est important aussi. Le secteur de la Place Charlemagne, vous l'avez dit, c'est fondamental. On en a parlé, puis vous le savez, pendant des années. Tout le monde admet que ça a bougé au cours des 2 dernières années dans ce secteur-là. Et je vous dirais que ça va encore bouger, où justement, on a beaucoup de développement dans ce coin-là. C'est un secteur fondamental. C'est une des portes d'entrée de Longueuil. Donc, on met beaucoup d'énergie là. Tout le secteur de Roland-Terrien, c'est fondamental. On a adopté notamment le développement au niveau du quartier vert. Donc, c'est important, ça aussi. Tout le secteur Vauclin, Roland-Terrien, où justement, dans la prochaine année, les gens verront des travaux sur Roland-Terrien, où le transport en commun, un service rapide par bus va être en place aussi dès cette année, qui bien sûr sera bonifié au cours des prochaines années, là, mais c'est clair que Roland-Terrien, pour nous aussi, est un secteur important, que ce soit de Vauclin, mais juste qu'au bord de l'eau, un secteur important en redéveloppement, avec le déménagement notamment de l'entreprise Unical qui s'en va. Donc, il y aura un secteur aussi dans ce coin-là. Donc, ça aussi, au niveau du développement résidentiel, est important pour nous. Parce qu'encore une fois, c'est un peu comme les entreprises. S'il y a davantage de contribuables sur notre territoire, bien, on se partage l'assiette fiscale et ce que ça fait, c'est que ça fait un compte de taxes moins élevé et on partage les frais. Donc, parce qu'en fait, c'est ça le défi. Hein. Quand on a adopté le plan métropolitain d'aménagement, on doit densifier certains secteurs et Roland-Terrien en est un, comme le secteur ici à Saint-Hubert, comme le secteur de la Place Charlemagne, sont des secteurs importants à densifier.
on ne peut pas oublier de placer un petit mot sur le métro, qui est un gros dossier. Quand on regarde la liste d'épiceries de Montréal, on se demande quand est-ce que Longueuil va avoir sa part du développement du métro. Bien, vous avez raison, et c'est plutôt préoccupant de voir la liste d'épiceries de Montréal qui n'a même pas cru bon inclure le SLR sur le pont Champlain. Moi, je pense que les gens de Montréal ont peut-être oublié que le pont Champlain n'était pas uniquement sur la Rive-Sud. Il part de Brossard, mais il atterrit à quelque part. Et je pense que les gens de Montréal devront réviser leurs priorités. Ça, c'en est une. C'est la ville de Montréal qui parle, non pas la métropole, hein, quand le maire parle. Oui, oui, tout à fait. C'est pour la ville et non pas pour le... Exactement. Et quand on parle du prolongement du métro, je l'ai toujours dit. Je comprends très bien les gens de Montréal de défendre la ligne bleue et je peux comprendre qu'il y a une nécessité de prolonger la ligne bleue. Or, ce que moi, j'interpelle le gouvernement du Québec, c'est qu'il va falloir qu'on trouve des solutions pour réduire la congestion sur les ponts. La ligne bleue, quand on la prolonge, ça réduit en rien la congestion sur la Rive-Sud. Si on fait des travaux sur le pont Champlain, si on fait des travaux sur le pont Jacques-Cartier, si on fait des travaux dans le tunnel, les gens de la Rive-Sud qui contribuent à l'essor économique de Montréal, qui tous les matins s'en vont à Montréal, il va falloir qu'on leur dise à un moment donné qu'est-ce qu'on fait pour eux, pour justement réduire la congestion, pour augmenter l'offre de transport en commun. Moi, c'est un cul-de-sac à un moment donné. Si on prolonge la ligne bleue sans penser prolonger la ligne jaune, ça va devenir à court terme une problématique. D'accord. Troisième volet, le sport politique que vous avez adopté. Un sport extrême. Oui, dangereux même. Sans partisanerie aucune, c'est sûr que vous voulez gagner vos élections en novembre prochain. Mais on se demande, là, les forces en présence actuellement, c'est difficile à... Là, vous avez nommé 11 candidats, il en reste 4 à trouver, particulièrement à Longueuil. Dans Vieux-Longueuil. Il en restera 2 à trouver aussi au niveau de l'arrondissement de Greenfield Park. D'accord. Donc, est-ce que vos troupes sont prêtes? On n'entend pas parler de campagne de levée de fonds ou d'activités de financement pour les élections. Quel est le plan de match? Bien, en fait, c'est une très bonne question. La problématique du financement des partis politiques en est une importante et je sais que l'UMQ travaille avec le MAMRO pour trouver des solutions pour la prochaine campagne électorale. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'entendez pas parler beaucoup de financement, là, parce que tant qu'on n'aura pas les règles du prochain scrutin, c'est un peu difficile pour nous de faire quoi que ce soit. Et je vous dirais que là, on est plus préoccupés pour terminer notre mandat. Bien sûr, on a annoncé les 11 candidats et on annoncera sous peu les prochains pour le reste du territoire. Mais je vous dirais qu'on a travaillé tellement fort au cours des 3 dernières années, et je le voyais encore dimanche, les gens sont satisfaits du travail. Bien sûr, on peut toujours s'améliorer, mais je pense qu'on a fait beaucoup en peu de temps. Je suis assez confiante pour le prochain scrutin. Notre défi, je vous dirais, ce sera d'être davantage présent parce que les quartiers ont changé beaucoup. Et les élus de notre formation politique, les quartiers vont être modifiés, vont être beaucoup plus grands. Donc, ce sera un défi pour les élus là, de chacun des quartiers. Mais moi, j'envisage ça de manière assez positive. Et déjà, on travaille au niveau de la formation politique sur une prochaine plateforme électorale. Mais le défi, c'est aussi de réaliser celle qu'on a présentée en 2009. Donc, on essaie de faire les deux en même temps. Mais parlez de nouvelles règles. Parlez-vous des règles de financement? Le financement, d'une part, ça c'est décidé, à 100 $ par personne. Non, c'est en train de décider. Non, c'est ça, c'est pas décidé au niveau municipal. Il y a aussi la réduction des dépenses. La réduction des dépenses, mais il n'y a rien encore de mais il va y avoir un projet de loi. Il va y avoir quelque chose, c'est sûr, pour le monde municipal. Est-ce que ce sera 100 $? Est-ce que ce sera 500? Est-ce qu'il y aura des règles hors campagne électorale? Est-ce qu'il y aura des règles pour les partis? Est-ce qu'il y aura des règles pour les indépendants? C'est tout ça qui reste à déterminer au niveau du plafond des dépenses, au niveau du plafond des contributions. Donc, il y a beaucoup de choses à déterminer. Et pour l'instant, moi, tant que le projet de loi ne sera pas adopté, je pense que c'est mieux de ne pas toucher à ça au niveau de notre formation politique. D'accord. Des gens ont dit qu'il y a eu des transferts de bois mort dans votre parti. Je ne sais pas si vous voulez répondre à ça, mais le chef de l'opposition, en entrevue avant les fêtes, a dit que ceux qui avaient traversé le parquet du conseil de ville, c'était du bois mort. Ah oui.
Il a le droit à son opinion. Moi, je suis contente et satisfaite de notre équipe. Tout le monde est présent, soit dans son quartier, soit au niveau des commissions, au conseil de ville. Je mets au défi le chef de l'opposition de trouver qui est du bois mort dans notre équipe. Au contraire, j'ai peu d'expérience dans le monde municipal, mais ce que nous avons effectué en 3 ans, presque 3 ans et demi, est assez extraordinaire. On a fait un virage. Moi, je sens que la population est satisfaite. Et ça, c'est pas l'œuvre de moi seule, c'est l'œuvre d'une équipe. Donc, chacun fait un petit bout. Et moi, je suis très, très fière de mon équipe. Et je pense que c'est plus monsieur le chef de l'opposition qui devrait envier notre équipe. Des fois, quand on est amer, on dit des choses, puis après, on regrette. Oui. Il y a une autre question sur laquelle j'aimerais vous entendre. Il y a un débat à Montréal pour ou contre les partis politiques municipaux. Oui. Tout le monde s'en va vers l'indépendance des conseillers. Il y a des arguments pour et contre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est vrai que c'est un débat intéressant à avoir au niveau des partis politiques. Je comprends que dans le monde municipal, c'est vraiment différent. Moi, j'ai siégé à Ottawa et je vois un peu ce qui se passe à Québec. C'est très différent, la notion des partis politiques sur la scène provinciale que dans le monde municipal. C'est pas la même dynamique. On le voit là, au niveau, on essaie d'avoir une vie active au terme des partis politiques, mais les gens sont beaucoup plus présents pendant les campagnes électorales. Entre les deux, là, on essaie d'avoir une vie riche et active en termes de formation politique, mais c'est plus difficile parce que c'est pas un concept idéologique majeur. C'est davantage des projets, c'est davantage une adhésion à des gens qu'on aime beaucoup puis avec qui on veut travailler. C'est pas un concept national. C'est très, très différent. Mais en même temps, moi, je pense que quand on a une formation politique, on adhère aussi à un programme, on adhère à des valeurs, on adhère à un chef aussi. Parce qu'on le voit souvent dans le monde municipal, quand le chef quitte, soit le parti change, il y aura une réflexion, je pense, à entamer. De toute façon, on va le voir parce que actuellement, quand on fait une réflexion sur le financement des partis politiques dans le monde municipal, on le voit, là, la complexité quand c'est des indépendants versus des partis politiques. Il faudra qu'on fasse la réflexion, mais comme je le disais même à l'UMQ, c'est pas le temps de faire ce genre de réflexion quand on a eu une élection en 2013, mais il faudra la faire éventuellement. Une dernière question là-dessus, très personnelle. Est-ce que, si vous êtes réélu en novembre, est-ce que ce serait votre dernier mandat? Ah, j'en ai aucune idée, mon Dieu. Vous n'aviez pas déjà promis ça, non? De faire 2 mandats, non? Non, je n'ai jamais promis de faire juste 2 mandats. Je vous dirais que, sincèrement, je trouve ça très prématuré. Vous me demandez si ce sera mon dernier. Je vais commencer par me faire réélire. Premièrement, je vais commencer par terminer ce mandat-là. Deuxièmement, faire réélire notre équipe. Par la suite, là, on verra. Moi, je pense que, sincèrement, ce que j'ai envie de vous dire, je ne suis pas allée pour faire 2, 3, 4 mandats. Je suis venue à la mairie parce que j'avais le goût de servir, parce que j'aime ma ville et je veux qu'elle avance. Quand je sentirai que je ne contribue plus de manière positive, je quitterai. Mais vous savez qu'il y a des normes internationales ou même nationales. Il y a beaucoup de pays qui disent 2 mandats, c'est suffisant. Bien, le gouvernement du Québec souhaite notamment justement que les maires fassent 2 mandats seulement. Donc, vous n'avez pas l'intention de faire une promesse de ce côté-là? De faire promesse, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, mais je parle pour la campagne, dans votre programme électoral. Ah, d'annoncer que ce sera mon dernier? Oui. Pas vraiment, non. Je n'ai pas l'intention de faire campagne là-dessus, non. Non, un élément parmi d'autres. Non. D'accord. Non, ce sera pas l'objectif. Très bien, merci, madame. Merci. Bonne année. Bonne année à vous aussi.